Bonjour. Aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée du mois d'août, je suis en compagnie de Madame Marie-Jeanne Mziol et on est assise en arrière de la filature dans le gazon et on va discuter aujourd'hui de son parcours artistique, mais aussi de sa pratique d'activiste culturelle et un peu son expérience en tant que membre fondatrice de la filature. Bonjour Marie-Jeanne, merci beaucoup d'être ici avec nous pour discuter culture. Bonjour Camille. Est-ce que je pourrais commencer par te demander de te présenter un petit peu, de parler de ton parcours artistique, comment est-ce que tu as été amenée à créer, de quoi ça a eu l'air pour toi dans ta vie? C'est un parcours multiforme parce qu'il n'a pas été, je dirais, en ligne droite. J'ai commencé par être directrice de la galerie municipale, la galerie Montcalm, la première directrice. Et à partir de ce moment-là, j'avais déjà un diplôme en art visuel, j'avais fait un parcours un peu plus spécialisé, mais cette direction m'a amené à comprendre en fait en profondeur le monde culturel, ce qu'il pouvait offrir, quelles étaient les exigences et surtout les difficultés, parce qu'il y en avait beaucoup. Alors, ça a été ma première école et j'y reviendrai peut-être après. À partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à penser à la possibilité de travailler dans le monde de l'art. Le Centre d'artistes Axnéo 7 venait à peine d'être fondé en 1983. Oui. Il y avait des possibilités aussi de s'investir ou de travailler avec des artistes en collectif. J'ai été amenée à une chambre noire à l'UQO, à l'Université du Québec en Outaouais, pour la première fois, par un photographe qui s'appelle Jean-Philippe Fauteux. Jean-Philippe m'a donné la seule et unique leçon que j'ai jamais eue en photographie et que je répète à qui veut l'entendre, aux jeunes aspirants qui viennent ici à la chambre noire du centre de production Diamond, c'est-à-dire que tu développes, tu as un développeur, un bain d'arrêt, un fixateur et le tour est joué. Donc, il faut juste apprendre l'ordre et pas mélanger les acides. Apprendre la recette. C'était ça la recette. À partir de ce moment-là, j'ai tout compris. J'ai commencé à faire des expériences, n'ayant pas été formée à l'école de photographes plus formalistes, si on veut dire. J'ai été très libre d'expérimenter. Autodidacte même, peut-être. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, on déchirait le papier, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'imprimait sur un fragment, etc. Et donc, ça a fini par correspondre à toute une démarche de recherche et d'expérimentation qui demeure toujours la mienne aujourd'hui, parce que je suis encore dans l'expérimentation avec les champs électromagnétiques, mais je crois que c'est né de ce moment-là. Alors, ça n'a pas été une ligne droite, et ça n'a pas été une ligne... Je me considère comme autodidacte en photographie. Absolument. Alors, voilà, ça a été un petit peu ça. Et de fil en aiguille, bien sûr, on est amené à s'impliquer de façon assez intensive avec les collectifs d'artistes. Je l'ai été à la galerie Axnéo 7, au centre de production Diamond lors de sa fondation. Nous avons établi la Chambre noire, peint la Chambre noire qui était en fait dans les anciens cachots du palais de justice. T'es pas sérieuse? Oui, de Hall, qui est au 205, l'ancien 205 Montcalm était l'ancien palais de justice. Alors, le sous-sol correspondait aux cellules. Alors, nous étions dans une cellule et il faut dire que c'était passablement humide, pas du tout sain, je crois, à la limite. Et ça a fini par se développer et c'est devenu une chambre noire très fréquentée malgré les difficultés qu'elle présentait. Parce que si on avait des bacs, nous, on faisait des photos quand même qui étaient des photos de 30 par 40, 30 pouces par 40 pouces. Ah ouais? Donc, ce n'est pas les toutes petites photos. Alors, il fallait des bacs immenses, il fallait en mettre 5.
5 bacs n'entraient pas dans dans la chambre noire. Il fallait les mettre à l'extérieur. Et quand les égouts de la ville débordaient, les bacs flottaient. Alors, on se retrouvait Eh bien, les pieds dans quelque chose qui n'était pas très joli. quelque chose de douteux. Oui, les eaux grises, mais le bac et la photo étaient là, mais comme c'était vraiment des grandes photos, il n'était pas question de les perdre. Alors, à plusieurs reprises, j'ai eu des photos qui flottaient dans les eaux grises et puis qu'on finissait par récupérer et sécher. Mais c'était une aventure. C'est simplement pour dire que c'était un lieu à toute fin pratique insalubre, mal chauffé, mal éclairé, mais qui permettait véritablement de développer ce qu'on avait à développer. Avec ça aussi, devant ces circonstances et avec d'autres artistes, on s'est rendu compte que c'était devenu quand même très précaire. Il y avait eu des incendies déjà, je crois, 2 incendies au 205 Montcalm. Un des incendies qui s'était déclaré en fait au moment d'un vernissage de Lisette Lemieux, qui faisait des très très belles œuvres blanches en plâtre. On avait été obligé de sortir les dizaines d'œuvres de Lisette sur la pelouse pour que les pompiers puissent entrer puis faire un certain dégât avec l'eau. Alors, il y avait eu beaucoup de mésaventures et on avait conclu que vraiment là, le temps était venu de déménager. Oui. Mais il n'y avait pas une urgence en ville. Dans les années 90, parce qu'on parle autour de 1990 à cette époque, disons que la priorité n'était pas le centre d'artistes et l'art expérimental. On essayait simplement de généraliser l'utilisation du mot art. Oui. Alors, art expérimental, c'était très douteux. Mais avec d'autres artistes, Diane Génier, Jean-Yves Vigneault, Normand Rivet, Claude-Philippe Benoît, il y avait eu quelques artistes quand même qui étaient très près de ce milieu. On avait simplement décidé de fonder une corporation, qui est la Corporation de la filature. Je pense qu'elle a été incorporée autour de 1992 pour nous permettre justement d'accéder à des fonds. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que ça a été 10 ans de travail parce que la filature s'est ouverte en 2002. Oui. Et c'est à peu près le temps qu'il faut au Québec pour qu'un projet culturel démarre. Alors, c'est un peu ça. Mais parallèlement, j'ai fait de la radio, j'ai fait du journalisme, j'ai écrit des livres et aussi j'ai enseigné pendant 20 ans à l'université. Mais... Qu'est-ce que vous enseignez? En lettres françaises. Les lettres françaises. Et c'est très utile. Je recommande à tous les artistes qui ont quand même quelques ambitions de faire des demandes de subventions, de suivre au moins un cours. Tout à fait, parce que c'est tout un art, la demande de subvention. C'est un art littéraire. Oui. Oh oui, je me situerais à ce niveau-là. Oui. Mais difficile en plus. Alors, je ne pense pas que l'intelligence artificielle nous amène encore à être complètement personnel dans des demandes et puis dans des fabrications de projets. Tout à fait. Alors, je recommande fortement l'écriture en direct et puis la véritable écriture. Mais ça, c'était je ne dirais pas des à côté, mais je faisais tout ce travail parallèlement au travail de photographie. Parce que j'ai eu aussi de nombreuses grandes expositions à ce moment-là au Centre Sadie Bronfman à Montréal, des expositions solo qui exigeaient beaucoup d'installations, la Galerie Vox, à la Centrale. C'était des corpus faits à Diamond, mais qui comportaient 20, 30 très grandes photos, même plus. Alors, c'était substantiel et c'était fait parallèlement à tout ce travail. Donc, vous avez débuté de manière très pluridisciplinaire et vous l'êtes resté, dans le fond. Je suis restée et je pense que ça a été vraiment un grand avantage et un plaisir. Absolument. Une réalité, dans le fond, parce que le monde de l'art, aujourd'hui et hier, est tout sauf hermétique, dans le fond. C'est très hétéroclite et puis je pense que si
on a été formé, je n'exclus pas cette formation, mais à une seule discipline, par exemple la peinture. Il y a quand même une certaine rigueur intellectuelle aussi qui est attachée à ce type de formation. Tout à fait. Surtout il y a 20 ou 30 ans, les formations étaient très disciplinaires. Alors, ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est pluridisciplinaire et puis on transgresse les frontières, on va où on veut. Et c'est tant mieux, parce que ça permet cette liberté, dans le fond, qui est la source même de l'art. Oui. Alors, on n'a pas les contraintes inhérentes à la pratique spécifique ou disciplinaire, mais en même temps, je pense qu'il y a cette ouverture qui a été possible. Mais c'est possible, et puis je reviendrai sur ça. Je suis une artiste. J'ai, disons, quand même fait un bout de chemin. J'ai eu la grande chance d'exposer dans des musées au Canada et surtout aussi à l'étranger, beaucoup. Et je reviens toujours au centre d'artistes parce que le centre d'artistes a cette particularité de non seulement d'offrir les outils qui nous permettent de créer, mais de créer un espace de non-contrainte. Sans expectative, sans attente, on peut venir créer, rater, faire des très mauvaises impressions. Pas seulement une mauvaise impression, mais des mauvaises impressions. Et il n'y a pas de conséquences à ça. Tout à fait. Tandis qu'une exposition dans un musée avec des œuvres ratées, ça se répare un peu plus difficilement. Oui. Et j'ai remarqué qu'au début des années, je ne sais pas si c'est dans les années 80, peut-être fin des années 90, plusieurs musées, dont la Galerie d'art de l'Ontario, commençaient à instaurer dans les salles du musée des petites salles qui s'appelaient project rooms ou des salles de projet. D'accord. Pour donner aux artistes plus établis ou autres la chance d'expérimenter sur place. Je pense qu'ils sentaient que dans le centre d'artistes, dans les collectifs d'artistes, il y avait une espèce de dynamisme et que certains artistes commençaient en quelque sorte leur formation, et non seulement leur formation, mais que leurs audaces prenaient naissance dans ce type d'environnement. Oui. Et le musée, qui était un peu plus rigide, plus figé, sobre, a voulu essayer de faire un peu la même chose. Et ça me faisait toujours sourire parce que je disais aux conservateurs et conservatrices, « Ah, voilà une bonne idée! Il me semble que vous l'avez importé d'ailleurs. » Oui, il me semble que ça me dit quelque chose. Il me semble que... Alors, je pense que ça a été une époque très féconde dans ce sens. Et elle continue de l'être, mais je crois que les centres d'artistes ont autre chose à apporter. Ouais. Et je vais peut-être donner une petite anecdote juste pour souligner quelque chose d'assez extraordinaire. À Axe-Néo-7, c'est à peine si on avait 3 murs qui se tenaient avec le plâtre qu'il fallait refaire chaque fois, puis il y avait des entrées-sorties. Donc, c'était véritablement, à toute fin pratique, une galerie qui était limite, si on peut dire. Et on avait chaque artiste, pour faire fonctionner la galerie, choisissait des artistes à inviter. J'étais allée chercher une artiste en Hollande qui s'appelle Marlène Dumas. J'avais vu son très beau travail en Suisse. J'avais été extrêmement touchée, intriguée parce qu'elle est féministe, mais elle avait en plus des écritures, des textes sur ses gouaches et sur ses lavis qui étaient tellement percutants. Alors, j'avais pris contact avec sa galerie à Amsterdam pour aboutir à Amsterdam, pour aller chercher une centaine des dessins de Marlène Dumas qu'elle m'a simplement donné dans les mains, comme ça, elle les a tirés en dessous de son lit, elle m'a donné des dessins. Il valait à cette époque un prix très modeste de 1 000 $ par l'avis. D'accord. Donc ça fait 100 000 $, n'est-ce pas? Jamais signé un papier. Le galeriste ne m'a jamais demandé de preuve de quoi que ce soit. J'avais simplement dit que je venais dans ce centre d'artistes et que je n'avais pas l'argent pour les encadrer, donc on allait les épingler. Ils ont tout accepté. On a ramené les œuvres à Amsterdam après l'exposition.
Je pense qu'elle souhaitait, c'était la première fois qu'elle venait, que son travail était montré en Amérique du Nord et qu'elle souhaitait quand même avoir une certaine exposition. J'ouvre le New York, dans le New York Times il y a 3 semaines, sur la page des encans, à Sotheby's, je vois Marlène Dumas qui est à l'encan. Et combien valait l'œuvre de Marlène, pas celle qu'elle avait présentée ici à Axnéo 7, mais une œuvre qui est dans sa lignée, elle valait 13 millions et demi. Elle était vendue en 13 millions et demi. Ah, quand même! Et c'est la femme artiste, maintenant, qui est la plus cotée au monde. Mon Dieu! Alors, le centre d'artistes, n'est-ce pas, pour revenir au centre d'artistes, a quand même des fois quelques particularités qui sont séduisantes. Tout à fait. Bien, ils naissent des trésors cachés, entre guillemets, pour peut-être d'autres sphères artistiques plus traditionnelles ou plus Et voilà. Mais elle est internationalement, elle est connue internationalement, mais c'est une des très grandes artistes femmes. Mais ça a été ici à Axnéo 7. Et je dirais que les journaux ne se sont même pas déplacés. Ça a été très difficile, même d'intéresser quelques conservateurs du Musée des Beaux-Arts du Canada. Si j'avais été eux, j'aurais acheté toute la collection. Mais voilà. Comme quoi, il y a intérêt à aller jeter un coup d'œil et puis que les centres, des fois, ont des ressources cachées. Puis des trouvailles aussi. Oui, tout à fait. Puis dans l'optique de votre riche expérience artistique, puis de vos activités, vos expériences à l'étranger, dans des grands musées en Europe ou ailleurs, qu'est-ce qui vous ramène en Outaouais? Qu'est-ce que vous y trouvez ici? Qu'est-ce qui vous motive à y rester puis à y faire la maison de votre pratique puis de votre vie artistique? Bien, j'habite l'Outaouais depuis longtemps, alors j'ai pas l'intention d'aller ailleurs. Et il faut dire qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était plus difficile d'être un artiste soi-disant régional. C'était presque je dirais, un qualificatif négatif. Quand on disait un artiste régional, c'était comme s'il n'était pas de Montréal. Comparé à quoi? Comparé à Montréal. Comparé à Montréal, parce que Montréal, il faut comprendre qu'à cette époque, c'était la rue Saint-Laurent et la rue Sainte-Catherine, là où se situe l'UQAM. Et c'était à peu près l'épicentre de la pensée artistique au pays. Se pensait-il l'épicentre? Ça, c'est autre chose. Maintenant, on a beaucoup changé parce qu'évidemment, avec avec les décloisonnements de territoire, de type racial, des questionnements sur les identités autochtones et autres, sur les histoires, on s'est rendu compte que l'histoire elle-même est très diffuse. Elle existe un peu partout. Si bien qu'avec l'avènement aussi de l'Internet, ça a rendu possible les échanges à un tout autre niveau. Tout à fait. On n'a plus besoin d'être à Montréal pour exister. Ce qu'il fallait presque faire à une certaine époque. On peut se connecter de d'autres manières. C'est ça. Et c'est très, je dirais maintenant que c'est très prometteur et ça aide les artistes à rester où ils veulent. Oui. Puis peut être au fin fond des Laurentides et puis être pertinent. C'est comme ce que vous disiez sur comment les centres d'artistes ont su créer un espace, une espèce de vide qui a permis la création. Mais dans le fond, l'art régional ou peut-être l'art dans des régions du Québec qui sont moins connues pour l'art, mais par exemple de Montréal, c'est aussi une expression de se laisser cet espace-là pour la création, que dans le fond, tout est possible ici, puisque tout n'a pas déjà été fait. C'est vrai. Et l'Outaouais aussi, les espaces ont été réclamés en Gaspésie, à Rimouski, au Saguenay, etc., donc à Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe. En fait, on pourrait nommer des tas de plus petites villes qui ont réclamé ou qui ont maintenant une capacité de garder leurs artistes. Et l'Outaouais aussi. Et je dirais que l'Outaouais avait la particularité qui a été peu reconnue, et d'ailleurs qui nous a un peu desservi auprès de Québec, la particularité d'être à la croisée des chemins
entre Toronto et l'Ouest canadien et les États-Unis. Oui, une espèce de plaque tournante, dans le fond. Ça, exactement. Ouais. C'est une plaque tournante parce qu'Ottawa, si on traverse la rivière, qu'on arrive à 2 Ottawa, petites minutes. n'est-ce pas? Ouais. Ottawa est quand même à une croisée de chemin. Et Toronto est directement branché sur Ottawa pour toutes sortes de raisons, politiques d'abord, mais aussi, je dirais, artistiques. Ça a pris du temps à Ottawa à décoller. Mais la ville d'Ottawa nous a beaucoup aidés ici dans l'Outaouais à nous particulariser. C'est étonnant à dire, mais avant qu'il y ait une politique culturelle à Gatineau, avant qu'il y en ait une en 2002, c'est la ville d'Ottawa qui achetait... On a d'autres participants à cette Ben oui, discussion puis culturelle. Ils sont en train de signaler leur accord. Puis c'est vrai, la ville d'Ottawa achetait des œuvres des artistes de l'Outaouais pour sa collection d'art. D'accord. Et puis payait les cachets d'artistes pour les artistes qui exposaient ou qui étaient achetés, payait des sommes intéressantes. Alors qu'en Outaouais puis à Gatineau, on n'était nulle part. On n'était pas encore rendu là. La CCN aussi avait une politique d'œuvres publiques. Il y avait tout un ensemble d'œuvres, pas d'œuvres, mais de politiques qui émanaient de l'autre côté de la rivière. Et moi, j'ai souvent milité du côté outaouais en faveur pas de l'intégration, parce qu'on a des identités distinctes politiquement et culturellement, mais qui est quand même une ouverture aux artistes qui venaient de l'extérieur, qui venaient d'Ottawa. C'était pas une réflexion bienvenue. Et je dirais même qu'à Québec, parce que j'ai longtemps siégé au Conseil des arts, au moins 9 ans, là, au Conseil des arts et lettres du Québec, il y avait de fortes résistances chez certains Québécois ou Québécoises de souche qui refusaient de reconnaître que la question de la frontière n'était pas seulement géographique, mais culturelle. Oui. Et tu remarqueras que même encore aujourd'hui, quand on parle de plusieurs villes au Québec, c'est toujours les villes du fleuve. L'Outaouais fait rarement partie, Gatineau fait rarement partie des considérations, comme Rouyn-Noranda d'ailleurs. Mais parlons de Trois-Rivières, de Rimouski, de Québec, de Rivière-du-Loup, de Bécomo, de n'importe quoi. Et même à une époque, la ville de... C'était Bécomo, je crois. Bah, le bas du fleuve, en fait, pas le bas du fleuve, la Basse-Côte-Nord recevait plus en subvention que l'Outaouais, avec, je ne sais pas combien moins de population, comme l'Estrie. C'est pas pour faire de la compétition, on n'est pas là-dedans, loin de là. Au contraire, on est très content que les régions reçoivent des subventions intéressantes. Mais l'Outaouais recevait 200 000 $, alors que l'Estrie en recevait 700 000 $. Qu'est-ce qui expliquait ces différences-là, 700 000 $ de subventions, alors qu'ici, il y avait 200 000 quand même, 200 000 ou 300 000 de population. Et c'était complètement, mais impossible de faire passer ça sur le radar. Et ça revient à cette question de régionalisme et je pense, de perception mal placée. Est-ce qu'on pensait qu'Ottawa nous finançait ou j'en sais rien? Mais l'Outaouais est un enfant pauvre et vraiment pauvre. Alors, ça a été dur. Et à la Galerie Montcalm, c'était la question du cachet d'artiste était comme une question presque insolente. Quoi. Les artistes veulent un cachet. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On leur offre de la publicité, une place publique pour s'exposer, tous les vieux arguments. Et ça a pris des années avant que la municipalité accepte, ou la ville accepte de reconnaître qu'il y avait là véritablement un travail réel. Et malgré ces conditions, nous avons exposé les plus grands artistes du Québec avec des expositions solo. Et je parle de Françoise Sullivan, de Denis Junot, de Kitty Bruno. Nous avons eu Yann Asterbach, Gilles
de Gilles Mielcine. Tous les grands sculpteurs du Québec sont venus, ou plusieurs sont passés par la Galerie Montcalm en acceptant de n'avoir pas de cachet. Alors, Ouais. on était vraiment, comme on dit, creux. Creux. Mais on est ailleurs maintenant, fort heureusement. Puis on a commencé à faire de l'art. La galerie municipale qui s'est ouverte en 1980 était devant les tas de pitounes de la ABAD, là. Oui. Il ne faut pas se faire d'illusions. Oui. On était en face de la pitoune. Alors, quand on parlait d'art expérimental, hein, il y a des artistes qui prenaient de la pitoune et puis qui faisaient de l'art expérimental pour montrer qu'il y avait un lien entre les deux, mais c'était pas évident. On sortait de loin. En fait, c'était véritablement un environnement culturel ouvrier et de forêt. Ouais. Bûcheron. Tout On à ne se rend fait. pas compte que la drave s'est terminée ici en Outaouais en 1991. On a été le dernier endroit où la drave et où on roulait la pitoune sur la rivière jusqu'à la rivière des Outaouais. C'était la rivière Gatineau. C'était en 1991. Je ne savais pas que c'était aussi tard que ça. Alors, les artistes qui essayaient de faire de l'art dans ce contexte-là, je le dis simplement pour montrer qu'il y avait une sacrée côte à remonter. Ben oui, puis comme quoi la nécessité de créer est un besoin, est une nécessité qui va être assouvie, qu'on ait un cachet, qu'on ait les circonstances ou qu'on ait le contexte municipal dont on a besoin ou non. Voilà. Tout à fait. C'était un besoin et puis les artistes le faisaient, créaient. Oui, tout à fait. Puis si on reste dans le milieu culturel, artistique de l'Outaouais, mais qu'on y pense dans son expression d'aujourd'hui, quels sont les défis que vous percevez dans le milieu d'ici? C'est quoi les pentes qu'on a à remonter? Est-ce qu'il y a des défis que vous considérez propres à l'Outaouais en termes d'offres culturelles, d'offres artistiques? C'est quoi nos prochaines montagnes à surmonter? Il me semble qu'on a fait beaucoup de progrès au niveau des moyens. Ouais. Parce qu'avec, par exemple, l'établissement de la filature, les artistes ont trouvé là non seulement un lieu pour exposer, créer, produire, mais ils ont aussi trouvé des collectifs. Et je trouve que c'est très intéressant de voir la multiplication des intérêts sur tous les plans. Parce que ça peut être autant au niveau de l'art sonore, de l'art visuel, de la photographie, de la vidéo, de l'interactivité. Tout se fait maintenant. Et je pense qu'il n'y a plus cette énorme division entre l'Outaouais et le reste du Québec. Sauf que c'est un petit peu dans la perception, ça demeure difficile de concevoir que l'Outaouais est quand même un lieu dynamique. Et je ne sais pas exactement comment ça peut s'activer parce que c'est un problème un peu structurel. Mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est à nous à voyager. Voilà. Tout à fait. Un problème, c'est une solution en attente. Hein? Voilà. Alors, tout à fait. C'est à nous à sortir. Ouais. Et on a à se faire connaître ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'artistes d'ici qui sont en rayonnement ailleurs. Et je pense qu'il ne faut pas se replier. Il faut simplement y aller et accepter de rayonner, pas toujours idéalement, mais maintenant, avec je dois dire, la grande démocratisation quand même qui a été apportée par l'Internet. Et je ne parle pas ici de l'accaparement des réseaux par les oligarques de la communication, les Facebook et autres, mais néanmoins, dans la possibilité de disséminer simplement les images, simplement pouvant faire ça de façon extrêmement systématique, les artistes ont eu accès à une plateforme mondiale. Oui. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'artistes qui pourraient rendre compte de leurs expériences où ils ont été sollicités, ils ont reçu des demandes totalement inattendues qui arrivent d'Europe, de Chine, des États-Unis et d'ailleurs,
et qui sont simplement le résultat d'une consultation sur Internet. Ben oui. Voilà. Puis cette pluralité-là des publics et des différents accès. Ça fait toujours plaisir, ça. Ça fait toujours plaisir. Je vais rigoler, Camille. Je vais te dire que je me suis livrée à la chasse à l'oie. C'est ça. Alors, on vient de les chasser. Mais vous nous Non, avez pas de bien les chasser. protégés. On les aime bien, mais elles sont juste un petit peu bruyantes. Mais je pense que, en fait, il faut quand même voir l'interactivité ici. Est-ce qu'on est en dialogue aussi? On est en dialogue. Je crois. Tout à fait. Alors, c'est la nature même de notre lieu. Ben non, puis qui sommes-nous pour refuser un tel auditoire? Absolument. C'est un auditoire d'à peu près 25 Belles voix. belles oies sauvages. Et bon, elle parlait tout à l'heure, mais c'est juste qu'elle ne parlait pas au bon moment. N'est-ce pas? Oui, peut-être qu'elles sont moins familières avec le concept du tour de parole. On va faire une vidéo, voilà. Oui, c'est ça. Où on va leur parler, elles vont nous répondre. Il est où le traducteur doigt, là? Exactement. On en a besoin. Mais ça fait partie du lieu, ça, ici aussi. C'est vraiment extraordinaire parce que non seulement il y a une végétation, mais il y a quand même des squatteurs. Oui. Il y a des gens, il y a aussi des itinérants qui squattent. Et ils sont les très bienvenus, mais il y a aussi les oies. Tout à fait. Puis, dans le fond, une autre particularité de l'Outaouais, de la verdure qu'on a ici, des parcs, de la nature, qui est tellement une belle combinaison à faire avec le monde artistique, je trouve. Puis quelle chance d'avoir la filature qui donne directement sur le ruisseau, directement sur la nature. Quelle belle façon de s'inspirer, dans le fond. Absolument. Et tu m'as demandé au début pourquoi est-ce que je restais dans l'Outaouais, mais une des raisons, c'est que notre petit ruisseau, le ruisseau de la Brasserie, est effectivement quand même un lieu très végétalisé. Et il a même une partie sauvage qui m'a permis à moi de faire une partie de mon travail parce que je prélève mes spécimens directement dans la nature. Alors, oui, parce que vous résidez quand même dans un secteur bien boisé. Là. Vous aimez être en nature. Et ça a été mon registre d'expérimentation, mon terrain de jeu. Puis j'ai simplement prélevé beaucoup de feuilles et de plantes ici sur le ruisseau et dans ma cour, qui n'est pas très loin. Alors, tu vois, je suis restée en Outaouais parce que je n'avais pas besoin d'aller très loin pour trouver mon matériel. Tout à fait. Tout à fait. Puis quelle chance d'avoir cette dualité-là, de pouvoir être ici en centre d'artistes, en communauté, en interaction, en connexion, et de pouvoir être plus reclus, plus solo, plus autonome. Quand on le désire. Oui, quand on le désire, c'est ça, dans la nature. Tout à fait. Tout à fait. Je sais aussi, puis c'est pas un secret pour personne qui vous connaît, que vous êtes très active là, dans le monde de l'activisme culturel, mais aussi juste dans le monde des artistes puis de la culture d'ici, et que vous faites vraiment un point à supporter la relève, puis à faire du mentorat, puis à être disponible pour les gens qui vont être la culture de l'Outaouais de demain. Qu'est-ce qui vous inspire à vous impliquer autant? Qu'est-ce qui vous motive à aller vers les jeunes puis à aller vers le futur comme ça? Je vais répondre par un seul mot, dynamisme. Et quand on devient un petit peu plus âgé, ce qui est mon cas, je dirais pas hélas, parce qu'il y a quand même des avantages à ça. Tout à fait. On est capable de penser la vie et de repenser la vie autrement. Mais le dynamisme qu'on trouve, c'est quand même quelque chose qui est très, très précieux. Et ça nous, en quelque sorte, ça nous remotive et ça nous relance sur des pistes auxquelles on n'aurait pas toujours pensé. Alors moi, j'ai toujours trouvé qu'avec les jeunes artistes, même si les pratiques étaient émergentes, certains gestes étaient encore très tentatifs, il n'y avait pas non plus toujours de résolution
théorique très clair, le désir et puis l'énergie qu'il y avait ou qu'il y a toujours dans ces démarches me fascine. Alors moi, ça me fait très plaisir d'accompagner ou de faire un peu un travail avec ce type d'artiste. Donc, c'est pour moi un cadeau. J'espère leur transmettre ou partager plutôt. Transmettre, c'est beaucoup dire parce que aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on transmet autant qu'on partage. Alors, partager avec des jeunes, c'est aussi recevoir en retour un regard qu'on n'a pas posé soi-même. Tout à fait. Alors, c'est formidable. Tout à fait. Et ça, en fait, par définition, le collectif, le centre d'artistes, ça demeure quand même une pépinière pour des jeunes artistes, pour des artistes plus avancés, mais qui travaillent quand même dans un sens d'expérimentation. Alors, je crois que l'interaction entre les deux est extrêmement nécessaire. D'ailleurs, si on devait s'orienter vers une seule forme de création, de créativité, on perdrait beaucoup. On perdrait le sens de notre mission aussi, de notre entreprise. Alors moi, je demeure très près de ça. Et puis, c'est une manière de faire, de préparer l'avenir parce que l'avenir, en ce moment, il n'est pas exactement ouvert, je dirais. Il y a beaucoup de possibilités, mais il y a aussi énormément de problèmes qui vont se présenter. Et la créativité va probablement être un des outils ou une des qualités fondamentales pour pouvoir survivre. Tout à fait. Alors, je pense que l'art va nous amener là. Puis vous parlez de problèmes futurs ou de problèmes éventuels. Comment vous les percevez? Comment vous les identifierez? Par exemple, la perte des milieux naturels qu'on est en train de voir en ce moment avec les feux de forêt. Et ça nous touche. Oui, qui sont vraiment quasiment normalisés. C'est presque normalisé. On connaît tous et toutes des gens qui ont été touchés. Certains ont même été incendiés. Donc, c'est une réalité qui va nous toucher de près. Et il va falloir avoir des solutions autres que celles qu'on a inventées jusqu'à présent. Et l'art, la créativité, je dirais, l'écriture nous amène sur des territoires où il faut inventer, en quelque sorte, un nouveau langage. Il n'est pas toujours nouveau. On copie souvent, on hérite, on travaille un peu dans tous les sens. Oui, puis on est tous interreliés d'une certaine manière. Exactement. Mais malgré tout, il y a quand même une exigence, quelque part, de faire fonctionner son cerveau pour arriver à des solutions inédites. Oui. Ou quelles qu'elles soient. Alors, je pense que ça va être des qualités ou une qualité qui va nous servir assez fortement dans l'avenir. Une autre chose qui va peut-être nous aider aussi, c'est une certaine réactivité des artistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire gober n'importe quoi. À certains, oui, mais je ne dirais pas à tous. Et donc, cette capacité à poser des questions sur la réalité, qui n'est pas un absolu, mais qui est un ensemble à se remettre en question, dans le fond, oser douter. Oser douter et puis comprendre que les fragments qu'on voit là, c'est pas l'absolu, c'est pas la réalité totale. Et d'ailleurs, combien d'œuvres sont fragmentaires? Aujourd'hui, on assiste au phénomène de l'assemblage, n'est-ce pas? L'assemblage des images, l'assemblage en fait, tout est presque devenu un grand assemblage parce qu'on comprend que c'est une mosaïque. Tout à fait. Alors, si on comprend cet effet mosaïque, on va peut-être développer aussi plus de tolérance à l'égard de discours qui sont différents ou d'attitudes, de propositions qui sont différentes. Et c'est là qu'on doit vraiment axer notre créativité, vers cette ouverture. Parfois, les artistes souffrent aussi de fermeture.
Ouais. Il y a des écoles, il y a des chapelles, et sans renoncer à ce qu'on est, puis aux valeurs auxquelles on tient, puis à l'esthétique qu'on défend, parce qu'on est tous quand même dans un monde esthétique comme artistes en train de défendre ceci ou cela. Ça n'exclut pas le fait de comprendre ce que l'autre essaye lui aussi d'exprimer et que ça peut être également intéressant. On n'a pas besoin d'y adhérer, mais on peut au moins l'entendre. Donc pour moi, c'est un peu tout ça qui est mis sur la table. Et je pense aussi qu'il faut être plus sérieux et se donner une véritable éducation politique. Politique et historique, sociale. Parce que si on n'a pas cette éducation, ou si on ne se forme pas à un esprit critique, et par ça, je ne veux pas dire l'esprit théorique qu'on trouve dans les textes théoriques, bien qu'il nous aide parfois, c'est un esprit critique devant la réalité. Il y a des choses qui sont inacceptables et qui doivent être contestées. Maintenant, moi, je pense que mon origine, parce que je suis arrivée ici au Canada comme réfugiée, je suis une réfugiée de la Seconde Guerre mondiale, alors je donne un peu mon âge. Mais, et aussi, pas seulement la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui a payé notre voyage ici. On est arrivé sans nationalité. Je suis arrivée sans nationalité. Wow. Donc, sans patrie, sans nationalité, etc. Ça a créé une espèce de, je dirais, d'attitude qui fait que moi, quand j'étais enfant, j'entendais parler de Staline. Et le jour où Staline est mort, ça a été la joie semi-joie, là, parce qu'en Europe de l'Est, toute l'Europe de l'Est était quand même à ce moment-là sous la férule des communistes. Mais ça a été la joie. La révolution de Hongrie, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi de très, très près. Et beaucoup d'autres comme ça. Alors, il y a, si on veut, mon père a été un résistant. Donc, il y a un certain héritage familial de ce côté-là. Mais ça peut se reporter sur autre chose. C'est pas seulement politique. Ben oui. Puis c'est fascinant, dans le fond. Puis si on pense en termes d'archives, puis en termes de rencontres entre ce qui a été puis ce qui pourrait être, le futur de la culture puis de l'art en Outaouais a tellement intérêt de se renseigner puis d'être conscient puis d'être en connaissance de cause de ce qui est venu devant nous, surtout quand on pense aux grandes pertes là, d'archives, de documentation des années 80, des années 90 avec le développement des nouvelles technologies. Tout à fait. Que, dans le fond, des personnes comme vous sont des immenses ressources. On peut même penser des ressources documentaires. Vous êtes une archive, de la culture d'ici. Il y a une certaine, je dirais, une certaine vérité à ça. Et j'essaye de partager ces moments-là. Et pour moi, de toute façon, j'ai toujours pensé que la petite histoire était aussi importante que la grande histoire. Je fais pas de différence. Je minimise pas. Il faut comprendre les très grands contextes parce que sinon, la petite histoire n'a pas de sens. Ça devient une anecdote. Alors, c'est dans ces oppositions qu'on peut comprendre ce qui se trouve au milieu. Là. Oui, puis il faut pas rester dans l'anecdote. On raconte une histoire parce qu'on raconte une histoire. L'histoire, elle doit avoir un contexte, elle doit avoir un horizon, une perspective, et là, elle devient intéressante. Alors, c'est un peu comme ça que je construis, que je vois l'histoire. Mais la petite histoire m'intéresse aussi. Et j'essaie en quelque sorte de... C'est dommage, je n'ai pas le temps d'écrire l'histoire culturelle que nous avons vécue au point de vue des arts visuels, parce que je ne prétendrai pas faire celle du théâtre. Gilles Provost, mon voisin, qui était le directeur du théâtre de Lille, il l'a très bien faite. Alors, il y a des histoires aussi de différentes natures. Il y a l'histoire de la danse. Mais l'histoire des arts visuels et de la vidéo en Outaouais, là, ce serait quelque chose qui serait très intéressant à écrire parce que ça a été l'une des plus dynamiques aussi. Donc, il faudrait la préserver. Mais peut-être qu'avec un musée régional, il y aura une section culture. Tout à fait. Et puis des archives culturelles. Tout à fait. Qui est dans le fond tellement une belle
une belle représentation de ce désir en Outaouais de s'approprier son identité, puis sa culture d'ici, puis son sentiment d'appartenance qui, je pense, peut être perçu de l'extérieur comme un peu disparate, mais qui, dans le fond, fait sa force dans sa pluralité. Là. Mais parallèlement, moi, je me suis occupée beaucoup de patrimoine. Oui. Alors, ça aussi, j'ai toute une action patrimoniale parce que j'ai fondé avec mes voisins le premier quartier patrimonial de la ville de Hall, l'ancienne ville de Hall. T'es pas sérieuse? Oui, oui. Dans 1991. On s'est mis ensemble et puis on a finalement obtenu la désignation de notre quartier comme quartier patrimonial qui allait être protégé, évidemment, du développement qui s'en venait là, du côté de la rue absolument Montcalm. effréné. Là. Bon. Mais parallèlement maintenant à ça, maintenant que la notion de patrimoine a pris un peu plus d'ampleur, elle est présente ici dans le milieu social, j'ai avancé ça et je suis maintenant dans la notion architecturale parce qu'on a besoin d'évoluer aussi. Il ne faut pas seulement sauver le patrimoine, il faut créer le patrimoine du futur. Oui. J'essaye souvent de convaincre mes collègues en patrimoine qu'on a intérêt à s'intéresser, qu'on a intérêt à développer aussi une pensée architecturale pour pouvoir garantir qu'il y ait un futur patrimonial. Oui. Qu'est-ce qu'on laisse à ce futur-là? Qu'est-ce qu'on laisse? Tout à fait. On ne peut pas seulement laisser la Hanson Mills, ici, la filature qui est extraordinaire, mais ça, c'est 1800 et quelques ou 1900. Ben non, parce que l'histoire d'ici, c'est pas arrêté quand on a décidé de la préserver. T'sais, elle continue, puis elle va continuer autant qu'on est Qu'est-ce ici, que c'est là? une histoire architecturale? C'est difficile de définir ça. Et l'architecture, c'est mon prochain... En fait, c'est en ce moment, mon activité, c'est que j'essaie de convaincre les promoteurs, d'aller vers des designs beaucoup plus urbains et puis plus dynamiques, comme on en retrouve à Montréal. Ouais. Mais pas simplement de l'imitation. Bon, mais ça, c'est un gros dossier. Et puis, mais tout ça se tient, hein? L'art, le patrimoine, l'architecture, la photo. Oui. Ça finit par faire une mosaïque, comme vous disiez. Oui. Une belle mosaïque. Tout à fait. Tout à fait. Si on termine là, les quelques minutes de notre discussion avec des questions axées sur la vie commune d'ici, du tissu culturel local. Une question personnelle, vraiment, pour vous, Marie-Jeanne. Où est-ce qu'on doit absolument aller, selon vous, pour vivre la culture d'ici, pour la sentir? Que ce soit une organisation, que ce soit un secteur, un parc, où est-ce que vous allez pour vous ressourcer dans la culture d'ici? Ça, c'est intéressant. Là, de nouveau, je dirais que c'est mobile. On va à une exposition en particulier parce qu'on est attiré. Il y a des concerts, simplement même les mardis de la francophonie ici sur le ruisseau de la Brasserie. Il y a parfois de très belles découvertes. Donc ça, c'est aussi un risque à prendre. Il faut sortir, il faut regarder, il faut risquer. Il faut s'exposer, tout à fait. Le sentier culturel, il y a des années où il m'émerveille. Et je pense que de nouveau cette année, il y a quand même des pièces marquantes sur le sentier qui méritent véritablement d'être vues dans leur ensemble. On a eu ici sur le ruisseau la très belle œuvre Mirador de José Dubeau, une artiste de la filature, qui a travaillé longtemps ici. Et c'était une très, très belle œuvre qui donnait un point de vue sur l'ensemble du ruisseau, mais aussi sur l'histoire du ruisseau. Ça suggérait un tas d'autres choses. Donc, le sentier culturel, pour moi, est un incontournable. Il y a un véritable effort qui est fait dans ce sens pour intégrer l'ensemble de la ville, l'ensemble du centre-ville, à travers un sentier et des œuvres d'art. Puis, d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue historique, c'est quand même assez singulier qu'on puisse en apprendre sur ce patrimoine-là, sur cette culture, avec les pieds en plein dedans. Oui. On n'est pas au musée séparé par le mur, séparé par les lumières. On est vraiment en plein cœur de ce qu'on étudie, de ce sur le quoi on apprend. Oui, c'est accessible. C'est véritablement une très belle initiative. Je pense qu'il faut continuer parce qu'elle a un côté qui est populaire, mais en même temps, les œuvres sont exigeantes. Il y a eu des très, très belles œuvres qu'on regrette
maintenant parce qu'elles ne sont pas installées en permanence. On voudrait Oui. les voir là, sur le ruisseau, entre autres, il y en a eu quelques-unes. Donc, c'est un incontournable. Mais il y a aussi des spectacles intéressants et puis des fois des mini-performances ou des projections de films ici sur des façades. Oui, Alors, avec Ciné-Jonction. je dirais pas qu'il y a à cause de la concurrence du Musée des beaux-arts du Canada, qui est d'un tout autre ordre, la Galerie d'art d'Ottawa aussi, qui est autre chose, la Galerie Montcalm, qui est plus régionale, parce que c'est son mandat. La Galerie Art-Image à Gatineau est intéressante parce qu'elle propose des œuvres de plus jeunes artistes et des fois des ensembles très cohérents qui sont intéressants. L'Imagier, qui fait un travail aussi extrêmement pertinent. Donc, je dirais que les lieux se sont multipliés à notre grand bonheur. Parce qu'au début, il y avait exactement 2 endroits, trois. On allait à la Galerie Montcalm, au 205, à Axnéo 7, 205 Montcalm, et puis à l'Imagier, qui avait été fondée par une femme extraordinaire, Yvette Debain, qui a mis sa vie dans la diffusion de l'art. Excentré, parce que même par rapport au centre-ville de Hall, c'était très loin. Oui, tout à fait. C'était dans la campagne et on parcourait un chemin patrimonial pour y arriver, qui a été maintenant complètement détruit par les nouvelles constructions. Mais c'était très sympathique et il y avait un côté complètement campagnard. Oh. Donc, ça a changé, mais en même temps... Pour le mieux. Oui. On a une vitalité. Oui. Ça, on ne peut pas nier. Tout à fait. Qu'on doit continuer à harnasser. Extrêmement heureux. Tout à fait. Est-ce que, pour conclure notre belle discussion, vous auriez un petit message de la fin, un petit mot à passer à la communauté d'ici? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir, selon vous? Je pense qu'ils ont besoin de savoir qu'on peut créer entre nous, ce qui est extrêmement bien, mettre les choses sur la place publique locale, mais qu'il faut avoir maintenant l'audace d'aller plus loin. Et ne pas avoir peur de partager avec une géographie plus étendue les découvertes et les travaux qu'on fait ici. Alors, je pense que j'encouragerais vraiment les jeunes artistes à ne pas hésiter des fois à se risquer, à aller ailleurs, à étendre leur champ d'activité, pas seulement dans les disciplines, en changeant de la photo à la vidéo ou en faisant ce genre de choses, mais géographiquement en allant ailleurs. Puis il faut se confronter à ce qui est différent de nous, et puis ne pas avoir peur je dirais, pas de la défaite, mais des fois une certaine opposition, ou non-réception, ou indifférence. L'indifférence, en fait, là, c'est la marque de notre métier. Il y a une grande indifférence. Quand on est un artiste qui crée, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde, tout d'un coup, saute au plafond en pensant au pire. Là. Loin de là. Il y a des longues années de solitude. Je pense que les jeunes artistes doivent s'attendre à ça. Et parfois, parce qu'ils reçoivent des bourses très rapidement, ils ont l'illusion qu'ils sont partis pour la gloire. Je leur dirais, faites attention, parce que à la mi-trentaine et à la quarantaine, vous allez découvrir qu'est-ce que c'est qu'un ballon qui se dégonfle. Et il faut être très fort pour le regonfler. Oui. Alors, oui, restons sur place, faisons le nécessaire. Et je pense qu'à partir du moment où on est animé d'un feu intérieur, tout à fait. On survit. Tout à fait. Voilà, Puis je le vois chez vous, ce feu intérieur-là. Je pense qu'il est évident pour tout le monde qui vous connaît. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir me jaser aujourd'hui. C'était une discussion absolument fascinante. Un plaisir, Camille.